À la une de la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse, on le voit derrière vous ce matin, cette nouvelle flambée de violence à Gaza où l'aviation israélienne a détruit hier notamment les locaux de la télévision du Hamas. Après une journée marquée par la mort de 3 Palestiniens, un mort et plusieurs blessés côté israélien, The Jerusalem Post raconte comment la mission ratée d'une unité spéciale de Tsahal, finalement repérée par le Hamas, a débouché sur une escalade massive, le lancement de 300 roquettes sur Israël depuis le territoire palestinien, des tirs auxquels l'armée israélienne promet de répondre à présent d'une main de fer. Israël assassine la trêve, titre ce matin Al-Arabi Al-Jadid, en accusant les forces d'occupation israéliennes de porter un coup immense aux efforts pour établir le calme à Gaza. Je cite, le journal Pan-Arabe de Londres tient pour principal responsable de cette escalade le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu'on voit dans ce dessin pris au piège de Gaza, harponné. Gaza, ce territoire totalement miné. Toujours au Proche-Orient, les appels se multiplient pour mettre fin à la guerre au Yémen. D'après l'Humanité, Londres et Washington accentuent la pression sur l'Arabie saoudite pour que la coalition qu'elle dirige cesse rapidement les hostilités, notamment à Hodeïda, ce port stratégique sur la mer Rouge soumis à des bombardements intenses. Selon l'UMA, le temps des négociations est venu parce qu'il apparaîtrait clairement désormais que cette guerre ne mène nulle part et qu'aucun de ses objectifs, dont la remise en selle d'un pouvoir yéménite dévoué aux intérêts saoudiens, n'a été atteint. Alors que Paris demande également à Riyad d'arrêter les frais, le dessinateur Willem pour Libération ironise sur cet appel au calme lancé à un pays dont la France reste l'un des principaux fournisseurs d'armes. Massacre au Yémen, on a encore sauvé des emplois en France, relève un soldat saoudien. La France qui assure ne pas avoir connaissance d'informations turques sur la mort de Ramal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. La déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a aussi évoqué hier le jeu politique particulier, je le cite, de la Turquie, provoque la colère d'Ankara et tranche avec les déclarations du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a confirmé que ses services de renseignement avaient bien écouté un enregistrement du meurtre du journaliste saoudien. Si le quotidien turc Daily Sabah affirme que Berlin a également reçu ces enregistrements, les déclarations des services allemands, des services de renseignement allemands, sont en réalité plus floues, puisque le porte-parole d'Angela Merkel, qui a annoncé le mois dernier qu'elle n'autoriserait plus de contrat d'armement avec Riyad, a uniquement parlé, lui, d'un échange d'informations entre Berlin et Ankara. En France, la mobilisation des Gilets jaunes, ces automobilistes qui protestent contre la hausse du prix du pétrole, prend de l'ampleur. Spontané au départ, récupéré en partie par l'extrême droite, bousculant les syndicats et les partis traditionnels, ce mouvement interroge Libération qui le présente comme un OSNI, un objet social non identifié, dont Libé se demande s'il constitue un vrai réveil social ou une simple jacquerie routière. Libé estime qu'il y a surtout derrière ce mouvement une humiliation qui nourrit toutes les colères, celle d'un peuple excentré, souffrant à la fois d'une fracture sociale et spatiale, raison pour laquelle le gouvernement, qui tiendrait un discours rationnel face à une plainte émotionnelle, serait face à ce mouvement comme une poule qui aurait trouvé un gilet. L'émotion ce 13 novembre des victimes des attentats de Paris et de leurs proches. 3 ans après les attaques, certains rescapés se plaignent d'un manque d'empathie à leur égard. 3 ans après, l'expérience de ces victimes ne fait plus la une des journaux, à de rares exceptions, près notamment de 20 minutes, qui a interrogé quelques-unes de ces victimes aux vies brisées. Des rescapés comme Eric, qui rappellent à quel point le temps des victimes est différent du temps de l'opinion publique, des médias ou du temps politique. Les gens se souviennent de nous lors de nouveaux attentats et des commémorations, regrette-t-il. Je comprends que ce ne soit pas la préoccupation numéro 1 des Français, mais au fond, ça m'embête qu'une société qui était dans un tel excès d'empathie juste après les attentats semble si peu concernée
par ce qui s'est passé. Et on va entendre dans un instant l'un de ces rescapés. Avant ça, un mot pour terminer de la disparition, Hélène, de Stan Lee, le père de Spider-Man ou autre Hulk et Iron Man, s'était éteint à 95 ans. The New York Times et l'ensemble de la presse américaine rendent hommage aux super-héros des comics Marvel, dont la lecture, on l'a dit, a enchanté des millions de lecteurs, des fans dans le monde entier d'ailleurs, comme en témoigne la une du journal Ara, journal catalan consacré aux super-héros Stan Lee, qu'on voit ici en présence de sa compagnie, de sa créature préférée, l'homme araignée. Stan Lee, l'homme araignée, écrit Libération sur ce scénariste américain qui a su nourrir les imaginaires pendant des décennies. Également à la rubrique super-héros, Pauline, après l'homme araignée, voici les hommes cormorans. L'équipe salue l'exploit de Francis Joyon. À 62 ans, le skipper français a remporté hier sa première route du Rhum au terme d'un sprint épique avec François Gabard. Joyon et Gabard, deux frères, deux mères. Merci beaucoup Hélène, c'était à la une de la presse, on vous retrouvera vers 9h15.